Tout va bien. J'étais avec tes amis et confrères et consoeurs d'Eurosport à Vilnius, Lituanie, enfin à Kaunas. Kaunas et non pas Kaunas comme on pourrait penser à la prononciation. Kaunas, voilà. Et donc, voilà, on s'est côtoyés pour ces championnats d'Europe de patinage qui ont, comme tu le disais, vu le succès d'un patineur français, ce qui nous a fait très plaisir. Adam Siao, on en reparlera évidemment, parce que ça a un impact aussi, cette façon dont on voit l'hiver, dont l'écosystème agit avec ces organisations d'événements. Juste avant, parce qu'on avait préparé cet entretien, alors je vous le disais, voilà, ce qu'on veut comprendre, on parle beaucoup du manque de neige, des contraintes économiques, du pouvoir d'achat, ça coûte cher d'aller au ski, c'est en tout cas ce qu'on dit, de l'engagement aussi écologique des consommateurs qui veulent se rapprocher un peu plus de la nature, ça déforme le paysage de voir ces remontées mécaniques, etc. Donc tout ça a eu des implications, ou en tout cas a permis et profité aux stations pour élargir leur offre sur de nouvelles engagements sportifs, de nouveaux sports, à imaginer aussi la montagne de demain et quels sont les impacts que cela peut avoir. Thierry, quand on a préparé cet entretien ensemble, il a démonté toutes les idées reçues que j'avais. Il m'a dit non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Donc j'aimerais peut-être qu'on contextualise au départ. Hormis, j'enlève la question du sport, mais sur les modes de consommation et les idées reçues, les sports d'hiver sont nés en été et le ski bien plus tard, dans les années 50. Alors le ski industriel est né dans les années 50, mais la montagne, en tout cas la montagne telle qu'on la vit aujourd'hui, la montagne touristique, elle est née à la fin du XVIIIe siècle et elle s'est développée, elle était tournée essentiellement autour de la santé et autour de différentes formes de randonnée. Elle s'adressait à des classes sociales privilégiées, déjà à l'époque sur certaines stations, et c'était surtout des Britanniques et des Belges qui en étaient les grands consommateurs. Des Russes aussi un petit peu plus tard, tournés autour de la santé, puisque la montagne en Europe s'est d'abord développée autour du climatisme, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient asthmatiques et tuberculeux ne pouvaient pas encore bénéficier des antibiotiques et donc venaient se soigner en montagne et l'asthme disparaissait en 3-4 semaines. Et donc ça s'est développé autour de ça. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres pour voir le ski se développer en France, en Suisse, en Autriche essentiellement, mais en Allemagne aussi et dans quelques pays nordiques. Et c'est au début des années 50 que le ski industriel tel qu'on le connaît aujourd'hui se développe. Les premiers acteurs politiques qui ont développé le ski, c'est d'abord le Front populaire avec les congés payés, qui ont établi les premières aides et les premiers soutiens au développement des stations de ski. Et puis le très controversé gouvernement de Vichy qui a établi le premier plan montagne en 1942 avec d'éminents montagnards. Et c'est De Gaulle et ses différents ministres, tous passionnés et grands chantres et grands ambassadeurs du ski tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui ont développé la plupart des stations. Voilà, grosso modo, dans les grandes largeurs, comment ça s'est passé. L'histoire rapidement. C'est vrai que quand on parle de sport d'hiver ou de vacances d'hiver à la montagne, avec cette génération, la vôtre, mais même peut-être la mienne, on pense essentiellement au ski alpin, un petit peu le ski de fond, le biathlon ou le snowboard, mais ça reste très très léger, alors qu'il y a énormément, il y a une offre très très large qui s'est développée. On pense aussi, alors une offre plus insolite, sensationnelle, etc. On se dit aussi que c'est très cher et que c'est polluant. Et ça, ce sont deux idées reçues. Alors, c'est deux idées auxquelles il faut couper court immédiatement. Un, le ski n'est pas à l'origine du réchauffement climatique, mais à aucun moment, par contre, il en est une des premières victimes. On voit bien, avec les difficultés d'enneigement que connaissent la plupart des stations aujourd'hui, qu'on en est les premières victimes. Pourquoi le ski n'est pas à l'origine du réchauffement climatique? Tout simplement parce que le ski ne consomme quasiment rien. Un Français au ski consomme 49,8 kilos de CO2, alors que dans la vie normale, il est entre 35 et 35,8, et qu'entre 52% et 70% de ces 45 kilos sont liés au transport. Si vous venez en transport en commun, en utilisant le train, les ascenseurs Valéens qui existent dans la plupart des stations maintenant, vous allez descendre votre niveau de CO2 en dessous de celui que vous allez occasionner en étant un citoyen lambda à la ville, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Le ski n'est absolument pas un problème en matière d'impact sur l'environnement. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que les remontées mécaniques, la préparation des pistes aujourd'hui, tout ça
est géré avec de l'hydroélectricité qui est produite en montagne, donc c'est de l'énergie qui est produite en circuit court en montagne, et la montagne est excédentaire en électricité. La montagne se pose comme un des facteurs clés du système énergétique français, puisque l'énergie hydroélectrique arrive dans le circuit français aux heures de pointe, et la nuit, c'est l'énergie des centrales nucléaires qui est produite de façon continue et à perte, qui permet de remonter l'eau dans les lacs d'altitude, et ensuite cette eau dans la journée redescend et produit de nouveau de l'énergie électrique. Donc vous voyez, la montagne, c'est un producteur d'énergie, et ça n'est absolument pas polluant. Deux chiffres, hein. La montagne, c'est les stations de ski, c'est 1,7% de l'ensemble du domaine de nature des Alpes et des Pyrénées. 1,7%, c'est-à-dire 3 fois rien, quoi. Ça signifie que près de 99% de l'espace naturel est naturel. Et que donc les pistes de ski, c'est 3 fois rien. Le deuxième chiffre qui est important, c'est que dans les 70 dernières années, la forêt en montagne s'est développée, a pris 2/3 de la surface qu'elle occupait au début du siècle dernier. Donc la montagne aussi, c'est un consommateur de carbone, puisque ces forêts absorbent le carbone des grandes métropoles qui sont autour. Donc vraiment, il faut se sortir ça de l'esprit. Il y a tout un débat autour du ski et autour du réchauffement climatique, un débat qui est très ancien, hein, puisque ça a démarré dès la création des stations, et un débat qui s'est renforcé en 2020 au premier confinement, et qui depuis hante tous les médias, etc., avec des idées reçues sur la neige de culture, etc. Un petit détail aussi sur la neige de culture. La neige de culture, c'est de l'eau et de l'air, et une température négative. L'eau est stockée en altitude dans des réserves collinaires. Elle est acheminée par gravitation, par des tuyaux sur des gîteleurs qui pulvérisent cette eau par micro-gouttelettes en l'air, et en l'air, elle se transforme naturellement en flocons, en cristal de neige. Donc il n'y a aucune énergie là-dedans. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de fuel, il n'y a pas de refroidisseur. Oui, ça existait il y a 50 ans de ça, ou même encore 30 ans de ça. Aujourd'hui, c'est fini. C'est l'eau, l'air, la vie, comme on dit. Il n'y a pas de produits polluants, contrairement à ce qu'on imagine aussi. Aucun. Alors Thierry, je reviens vers vous dans une seconde pour donner aussi la parole à nos invités. On reviendra sur l'économie du ski et cette idée reçue que le ski coûte cher. Alors vous me direz quand même, quand on part à Val d'Isère, comment je fais pour que ça coûte moins cher. Mais enfin, ça c'est une autre question. On en parlera. On en parle. Nelson, et pourtant, malgré tous ces sujets-là, de ce qu'on vient de dire, cette évolution, le fait que ce soit du thermalisme à la base, etc., la montagne évolue, la montagne change, les offres se développent. Pourquoi est-ce qu'elle doit se réinventer, cette montagne, selon vous ? Ben déjà, je viens d'entendre avec beaucoup d'intérêt, je suis heureux de revoir Thierry, que nous connaissons depuis longtemps, que 1,7% des sites étaient consacrés aux stations, en fait, c'est ça, et le reste, c'est le score d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, donc ça veut dire que ça représente quand même quelque chose. Et pour répondre... Dans les politiques, on a le droit ? Voilà, non, mais mais c'est vrai en plus. C'est vrai, très juste. Statistique, c'est très juste. Donc ça veut dire que 98, enfin bon, bref, voilà. Quelle était la question, ma chère? La question était pourquoi la montagne doit se réinventer? C'est quoi la montagne de demain et pourquoi des gens l'anticipent? Alors, moi, je vais vous donner simplement mon très modeste exemple personnel. Je ne sais pas si ce sont les années qui passent, etc. Mais il est clair que le ski de randonnée, le ski de fond, tout ce qui rapproche de la nature, etc., je trouve est en train de prendre une place de plus en plus forte chez tous les pratiquants, même les plus jeunes. Je vois deux raisons à ça. La première, c'est effectivement ce lien avec la nature dont parlait très justement Thierry. Et la deuxième, parce qu'il faut quand même bien en parler de ça, c'est les risques de plus en plus grands de collisions, les risques de chutes graves, tout ça, sans parler des attentes dans les remontées mécaniques, etc. Moi, quand je vois aujourd'hui, je skie depuis très très longtemps, c'est même mon premier sport, je skie depuis l'âge de 3-4 ans. Mais quand je vois sur des pistes que nous connaissons, Thierry et moi, notamment à Courchevel, etc., je ne sais pas si c'est le carving qui fait ça, des skieurs qui font des grands S comme ça, etc., et d'autres qui arrivent en surf, etc., il y a des risques de collision absolument terribles, et il y a des collisions de plus en plus grandes. Or, le problème dans ces collisions, c'est que l'innocent, en général, c'est celui qui paye beaucoup plus. Celui qui
qui prend le gars, parfois même à l'arrêt. D'ailleurs, il y a eu des accidents dramatiques, même un acteur très connu qui est décédé il y a quelques années, etc. Donc voilà, moi je pense que, en tout cas, si vous me parlez, Géraldine, de l'évolution, moi je pense que l'évolution, elle est là. Aller de plus en plus vers la randonnée, vers le ski de fond, vers la nature, vers les forêts, vers tout ça, vers une certaine forme de paix, de sérénité, de pratiquer. En tout cas, moi, c'est mon cas depuis 2 ans. Alors, je peux dire que j'étais quand même un bon skieur, je crois. Depuis 2 ans, je ne skie plus. Je fais que du ski de fond, que du ski de randonnée. Et c'est vrai que la crise sanitaire aussi a développer ça. Mais ça, s'il y a une belle conséquence de la crise sanitaire en montagne, en tout cas, pour mon exemple personnel, mais je crois qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est celui-là. C'était ma question. Voilà, en 20 ans, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, personnellement? Vous venez d'y répondre. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, on entend le premier argument de Nelson. Thierry, je vous donne la parole après Richard. C'est un retour aux sources, les gens, c'est un effet de mode de se dire on va faire autre chose parce que c'est plus tendance ou on a envie d'être plus proche de la nature parce que depuis le Covid, les stations ont fait des choses qui nous intéressent, ont dû se réinventer aussi, où il y a vraiment quelque chose de plus profond à ces changements et à cette diversité. Si je peux juste dire quelque chose avant que Thierry n'intervienne, et là je pense que vous serez, j'imagine que parmi tous les jeunes qui sont là, il y a énormément de skieurs, etc. C'est que les habitudes, je pense, ont changé. Autrefois, on partait de 9h du matin jusqu'à 17h, on skiait en haut des pistes, etc. J'ai l'impression que c'est complètement terminé, tout ça. C'est terminé, tout ça. Aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais 2-3 heures de ski peut-être pendant la journée. Le 9h, 17h, et je pense complètement derrière nous. Ça aussi, c'est une évolution. Enfin, je ne sais pas si les statistiques existent là-dessus. Alors, oui, il y a des statistiques. C'est 3,2 heures de ski par jour en moyenne sur un séjour, avec des pointes qui peuvent monter jusqu'à 7 heures de ski pour les staccanovistes, et puis d'autres qui prennent les skis juste pour aller au restaurant d'altitude. Donc chacun a son mode de fonctionnement à la montagne. Pour rebondir sur ce que disait Nelson, il est vrai qu'il y a un avant et un après 2020. Donc en d'autres termes, un avant et un après crise Covid et premier confinement. Et on a vu un phénomène vraiment particulier auquel je n'avais jamais assisté. J'ai dirigé des stations de ski en France et au Canada. Je n'avais jamais vu ça. Et on a vu, pendant le premier confinement et vers la fin du premier confinement, des hordes de citadins en mal d'oxygène, de grands espaces, arriver en montagne. Alors que les stations étaient toujours fermées. Et moi, j'ai eu l'occasion, pendant ce confinement, pour des raisons professionnelles, de sortir, d'aller en montagne pour différents problèmes de communication liés en grande partie au Covid. Et j'ai vu partout des citadins qui, comme le disait Nelson précédemment, louaient des skis de randonnée, louaient des raquettes, etc. et partaient en montagne, contrevenant à la loi, puisqu'on était encore en plein confinement. Et malgré ça, ils le faisaient. Et à la fin du premier confinement, on a eu des phénomènes de saturation à tous les niveaux de montagne, aussi bien dans le Vercors qu'à Val Thorens, qu'au Contamine-Montjoie, enfin partout. Les gens sont arrivés par millions du monde entier et ont reconquis leur montagne. C'était un phénomène incroyable, puisque les stations étaient fermées jusqu'à la fin de la saison. Et donc ça, je pense que c'est la base du mouvement qui fait évoluer la consommation de la montagne en général aujourd'hui. Donc ce que disait Nelson, c'est tout à fait vrai. On assiste au phénomène du ski-alpinisme, de la randonnée en raquette, à ski. En peau de phoque aussi, ça c'est la grande En peau de mode, phoque, tout à fait. monter. Et donc ça, c'est un développement très fort. Très curieusement, le fait de ne plus prendre de remontée mécanique, ça perturbe l'écosystème. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les stations de ski, c'est 1,7% de la surface totale de la montagne. Quand vous partez faire du ski de randonnée, vous n'êtes plus sur les pistes. Donc vous mordez sur un écosystème qui a sa place. Les animaux qui sont en général en dehors des pistes de ski, même si sur certaines stations on voit pas mal de bouquetins, de chevreuils, etc. En général, ils sont juste un peu à l'extérieur. Et là, on voit des randonneurs qui ne savent pas où aller, donc qui vont n'importe où, et qui vont perturber les écosystèmes des animaux rares, comme les lagopèdes, les coqs de bruyère, etc. Et donc ça peut devenir un problème si ce n'est pas encadré. Les stations de ski ont complètement saisi ce phénomène en créant des axes de randonnée nature que vous pouvez emprunter, qui sont à proximité des pistes de ski, mais à l'écart,
ou parfois pour les montées sur les pistes de ski et qui permettent d'éviter de traumatiser l'espace l'espace naturel. On reviendra sur ces problèmes écologiques et aussi les accidents avec une question, est-ce qu'il faut légiférer les pistes de ski? Vous nous direz. Richard, vous êtes responsable sales commercial donc, chez Eurosport, notamment sur les sports d'hiver. On parlait des nouvelles tendances. Quelles sont-elles? Alors, je ne sais pas si on a la possibilité de passer quelques slides que nous a préparés Richard. Super, fabuleux. Sur ces nouvelles tendances, il y a toute une liste de sports outdoor. Ça va du ski de randonnée aux raquettes. On a le choix aujourd'hui. Exactement, Géraldine. Alors, je peux descendre un peu, c'est vrai que si tu veux. Effectivement, alors il n'y a pas que le ski alpin. Nelson et Thierry ont pu vous l'évoquer un peu avant. Le ski de rando revient énormément à la mode. Le ski de fond aussi. Pour tout type de pratiquants, pas forcément que les débutants, niveau intermédiaire en ski ou niveau même plus évolué, peuvent pratiquer ces sports-là. Mais on a également d'autres sports qui, après le Covid, ont été de plus en plus mis en avant, que ce soit du VTT sur neige, que ce soit de la luge, que ce soit du kayak de neige, que ce soit même du snowkite. Mais pas que. On a également pas mal de stations de ski, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, qui se mettent à relancer à nouveau des balades en motoneige, des balades en chien de traîneau, et adaptent également du coup certaines pistes de ski en pistes praticables pour d'autres sports plus pratiqués. Également aussi par le côté des réseaux sociaux où les jeunes aiment bien se mettre en avant, faire des activités de plus en plus fun, aiment se différencier et aiment filmer des pratiques relativement courtes. On voit également une pratique qui est, même aussi pour la mienne, où je peux skier le matin, faire du ski alpin, et l'après-midi partir faire du VTT sur neige ou à la découverte d'autres activités qu'on peut faire seul ou qu'on peut faire avec des amis ou qu'on peut faire également en famille, sans problème. Il y a le fameux ski joring aussi, c'est donc du ski tracté par un cheval. On a l'impression que ça c'est tendance, c'est super moderne. En fait, Thierry, pas du tout. C'est à peu près 2000 ans le ski joring. Et puisque les premiers skieurs faisaient du ski de fond, et ceux qui avaient de longs trajets à faire se faisaient tracter par des chevaux ou par des rennes. Donc c'est un sport qui a l'âge du Christ, le ski joring, mais qui revient à la mode et qui est très tendance aujourd'hui. Le motoneige, non, c'est beaucoup plus récent, mais tous les sports dont on parlait, en fait, vous me disiez, ça existe depuis très longtemps, en fait. On a juste ressorti certains sports, voilà, le kayak, ou tracté, ou les raquettes, ou effectivement les pots de phoque. Moi, j'en ai vu plein l'année dernière de gens qui montaient sur la pot de phoque. Je me dis, ils se font chier pour rien, mais bon. Chacun son histoire. C'est lié à quoi? Voilà, on revient sur ces modes-là, mais c'est vraiment une mode aussi. C'est tendance de dire je suis allé au sport d'hiver, je reviens du ski, mais j'ai fait ça et ça et ça, en plus du ski alpin, selon vous? Je pense que ça va bien au-delà de la mode. Je pense que c'est une tendance sociétale et presque une tendance existentielle. Aujourd'hui, on est dans une société de zapping. On passe notre journée sur nos portables et on fait 50 000 choses en même temps. Et quand on va à la montagne, on n'échappe pas à ça. En fait, il faut comprendre ce qu'était le ski moderne. Je ne parle pas du ski utile qu'on a connu pendant 20 siècles et qui était réservé à quelques pays qui avaient des hauteurs de neige importantes. Mais le ski loisir, en fait, c'était au début la naissance du tourisme, la naissance des congés payés. Et donc déjà, le fait de partir quelque part, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on part tous quelque part, et grâce à l'avènement des congés payés entre les deux guerres et son développement dans les années 45, 50, 60, aujourd'hui, on part tous régulièrement et on est des zappeurs. Et donc, quand on arrive au ski, on ne fait plus 5, 6, 7 heures de ski comme on pouvait le faire dans les années 50, 60, 70, parce qu'on a de multiples activités, de multiples aspirations en tête. Donc on arrive sur place, on fait un peu de ski, et puis on va zapper vers d'autres activités parce qu'on veut goûter à tout un tas de choses. Et c'est ce qui a changé les mentalités. On veut s'arrêter. Moi je me souviens quand j'étais gamin, qu'on partait courir, on n'allait jamais au restaurant, on mangeait un petit casse-croûte après la course. De toute façon, il y en avait 3. Voilà, et exactement. Aujourd'hui, les 3/4 des gens soit profitent des aires de pique-nique aménagées, soit vont dans un resto d'altitude. Et après le resto d'altitude,
c'est rare qu'ils poursuivent la journée de ski. Donc ils vont faire une des multiples activités qui sont là aujourd'hui. C'est le mode de vie des Occidentaux qui a évolué et la pratique des sports de montagne est associée à cette évolution sociétale. Et donc cette évolution est naturelle et normale. Et comme la montagne a énormément d'activités outdoor à proposer, indoor aussi, mais quand on va en montagne, c'est surtout pour profiter du grand air et de ces paysages extraordinaires. Et c'est ce que disait Coluche, pour ne pas le nommer. Il disait en fait, quand on va en montagne, on fait des trucs qu'on pourrait faire n'importe où, sauf qu'on les fait avec un décor de cinéma en arrière-plan et avec un air qui nous permet de vivre mieux, quoi. En fait, ça résume assez bien la situation. Et aujourd'hui, ce développement d'activités n'est pas nouveau. Les activités ne sont pas nouvelles. Le backcountry nordique, c'est ce que faisaient les Norvégiens il y a 1500 ans quand ils partaient en forêt. Forcément, il n'y avait pas de piste tracée. On était en pleine nature, on voulait aller chasser, on voulait aller voir ses cousins dans le village d'à côté. On faisait du backcountry nordique. C'est ça. Il y a le Yuner aussi. C'est quoi ce truc? C'est du monoski à luge. Bon. C'est une luge qui servait à transporter du bois autrefois. Qui existait. Et qui a été remise en circulation par des Suisses et des Hauts-Savoyards et des Italiens aussi, et qui s'est développée. Il y a une autre épreuve que tu as brièvement évoquée, Géraldine, c'est la course de chien de traîneau. Oui. Et il se trouve qu'en ce moment même, il y a la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, dont vous avez peut-être entendu parler. Et je trouve que là, c'est exactement au cœur de notre discussion. Parce qu'en plus, les chiens qui sont souvent des huskies, dont évidemment on a envie de les câliner, de les aimer, etc., sont les plus beaux chiens du monde. Et en plus, ils sont remarquablement bien traités. Il y a toute une équipe médicale qui les entoure et tout. Et cette course a non seulement beaucoup de succès avec les mushers, comme on les appelle, ce sont ceux qui, voilà, les pilotes exactement. Et il y a énormément de monde. Il y a des milliers et des milliers de spectateurs au bord des pistes, enfin, dans les forêts, etc. Et ça, je trouve que ça correspond exactement à tout ce dont nous sommes en train de parler. Donc ça favorise beaucoup le outdoor. On verra avec vous, Richard, s'il y a des sports indoor qui se sont développés. Puisqu'on parle de sport indoor, on parle de patinage. Nelson, ça fait très longtemps que vous êtes la voix du patinage en France. Et pourtant, ça évolue pas vraiment, le patinage. Alors moi, j'en suis très déçue aussi, parce que j'adore ça, mais... C'est amusant ce que vous dites, parce qu'autrefois, le patinage était outdoor. Était outdoor, puisqu'il y avait des patinoires, sans parler quelques-unes encore. Sans parler des anneaux de patinage de vitesse qui étaient systématiquement outdoor, puisque ça prenait évidemment énormément de place. D'ailleurs, moi, j'ai une certaine nostalgie quand je vois, notamment, je crois, à Saint-Moritz, en Suisse, des patinoires outdoor qui est absolument magnifique. Qui, je crois, d'ailleurs, n'est pas très loin du ski joring où se déroule à Saint-Moritz, en Suisse, qui est un peu le cœur européen, y compris pour le bobsleigh. Enfin, je ne suis pas ici pour faire la promotion de l'Office de tourisme de Saint-Moritz, mais le bobsleigh, la plus ancienne piste de bobsleigh naturelle est à Saint-Moritz. Concernant le patinage, c'est une très bonne question que vous posez, Géraldine, parce que effectivement, le problème de ce sport, c'est que c'est un petit peu la même chose depuis 100 ans. Ça c'est vrai. Et le deuxième problème, c'est que les programmes qui sont établis par les patineurs sont les mêmes de compétition en compétition. Alors, bien entendu, championnat du monde, c'est plus important que championnat d'Europe. Championnat d'Europe, c'est plus important que Grand Prix, etc. Enfin, ce sont quand même les mêmes programmes. Donc, peut effectivement se former une certaine lassitude. Et c'est pour ça que quand je vois ce saut-là de Siao Imfa, là, qui est donc à remporter la compétition, en faisant pas le droit de faire. Il y a eu 3 millions, paraît-il, plus de 2,5 millions, je ne sais pas exactement, de vues sur le net. Donc ça veut dire ça, et c'était volontaire, pour faire effectivement bouger ce. Il a fait un saut période arrière dans son programme qui est interdit en fait. D'ailleurs, Géraldine va nous faire la démonstration. Voilà. Pour faire bouger effectivement les juges qui sont parfois un peu conservateurs. Cela dit, je pense que ça a été la même chose sur Eurosport. Les audiences, comme je savais que cette question allait sans doute arriver, étaient plus que correctes ce week-end. Donc voilà, puis en plus le patinage ne peut pas provoquer une lassitude, c'est essentiellement entre novembre et mars le patinage, donc il peut y avoir une lassitude, mais c'est vrai que ce sport doit aussi pouvoir évoluer. Il a évolué avec les musiques qui aujourd'hui on admet les chansons, et effectivement, alors qu'autrefois on entendait systématiquement Johann Strauss, aujourd'hui on entend Daft Punk, c'est un petit peu différent, mais voilà, ça évolue. Mais comment on explique que ce ne soit pas un sport qui fonctionne? Alors, il y avait une patinoire à Courchevel en extérieur souvent,
elle n'était pas pleine. En intérieur, il y en avait une extérieure. Moi, en extérieur, il y en avait à l'époque près du truc à saut. Au Prat, comment on explique, en fait, on n'est pas obligé d'aimer la compétition, on n'est pas obligé de regarder du patinage artistique pour en faire, on n'est pas obligé de faire du patinage artistique, on peut juste aller patiner. Pourquoi ça ne prend pas? Quand on voit dans les autres pays, au Canada, aux États-Unis, ça cartonne. En France... Alors c'est amusant parce que c'est une très bonne remarque parce que autrefois, avec une génération comme la mienne, donc sensiblement plus âgée que la vôtre, pratiquement tout le monde avait une fois au moins été sur une patinoire. Alors, on va poser la question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà patiné ici? Même comment Oui, regardez. Donc ça c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'autres sports. Oui, qui a patiné 2 fois? Parce qu'une fois... Ah ouais, vachement bien. Ouais. Oui, mais ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports. Parce que si vous demandez la même chose pour l'équitation, etc., ça va forcément être beaucoup moins. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que dès le plus jeune âge, pratiquement, je pensais que ça avait un peu évolué. Je vois que ça n'a pas trop évolué, dont je me réjouis. Alors qu'il n'y a pas énormément d'infrastructures. Oui, exactement. Donc pratiquement tous les Français, non, pas seulement Français, tous les Européens, Américains, Canadiens, que connaît bien Thierry, ont été au moins une fois, et probablement plus que ça, sur une patinoire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une curiosité pour ça. Alors là, on est à Paris. Moi, j'ai fait le même test quand je suis allée à Nantes il n'y a pas longtemps, en posant la question. Je vous assurais qu'il y avait beaucoup moins de mains levées. Sur le patinage? Sur le patinage, qui avait déjà fait du patin. On parle souvent, alors on dit effectivement, il y a un peu de manque d'infrastructure. C'est pas simple de trouver une patinoire avec des créneaux ouverts quand on veut, etc. Il y en a quand même beaucoup moins, quelque part, que des stations, si on ramène ça au nombre d'habitants. On parle aussi du fait que la patinoire, elle n'est pas très écolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que cette fameuse patinoire écolo dont j'entends parler depuis des années, c'est un peu le serpent de mer aussi. Alors là, je préférais que Thierry réponde parce que c'est un technicien, mais je pense qu'il y a pas mal de démagogie dans ce propos. Je ne vois pas en quoi, je crois que c'était un peu inclus dans la question, Géraldine, je ne vois pas en quoi, je ne sais pas combien il y a je crois qu'il y a 120 patinoires en France, entre 120 et 130 patinoires en France. Oui, des patinoires industrielles homologuées, il y en a un petit peu plus de 120, mais c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces chiffres-là. Donc je ne pense pas que ça fasse une pollution particulière sur un territoire de 600 000 km². Voilà. Maintenant, quand je vois, et avec beaucoup de satisfaction, pratiquement toutes les mains se sont levées, je ne pense pas que cette patinoire... oui. Ouais. S'ils se sont tournés, ça veut dire que ça leur a plu. 2 fois, c'est déjà... je ne pense pas que... je crois qu'il y a pas mal de démagogie autour de ça. Pour vous faire plaisir, Nelson. Alors, pour compléter... moi, c'est un sport que j'adore, donc évidemment, je ne vais pas vous dire, mais je ne pense pas qu'il y ait une pollution particulière sur 120 patinoires en France. Pour compléter ce que dit Nelson, en fait... En plus, ne sont ouvertes que 4 mois par an. Oui, c'est ça. Pour compléter ce que dit Nelson, en fait, l'évolution des patinoires actuelles, c'est qu'elles sont couplées avec des piscines. Et le froid produit pour la patinoire est réutilisé ensuite pour réchauffer la piscine à côté. Donc il y a des transferts de masse et de biomasse. Et le bilan carbone est très réduit. Très, très réduit. Il a... Par rapport aux années 50-60, le moment où se sont développées les patinoires, notamment pour le hockey, en France en particulier, il y a une trentaine de patinoires qui ont été construites en 15 ans. Là, à ce moment-là, eh bien, une patinoire de l'époque consommait 250 fois ce qu'une patinoire actuelle consomme en énergie, quoi. Donc ça a vraiment beaucoup évolué. Il y aura encore des systèmes de froid et de redistribution de l'énergie produite et consommée pour chauffer d'autres établissements aux environs. Ça se fera de plus en plus. Ça deviendra systématique à l'avenir puisque c'est un projet de loi sur lequel plusieurs députés de plusieurs pays européens travaillent. Et il est vraisemblable qu'à l'avenir, une patinoire aura l'obligation de remettre en circulation la chaleur produite pour le refroidissement. Richard, on a vu la liste, alors elle n'est pas exhaustive, parce qu'il y avait une quinzaine au moins de sports que tu avais recensés. En indoor, c'est plus compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la montagne se réinvente aussi l'été. Exactement. Alors là, je vais demander à Cédric de descendre et de vous présenter quelques slides qui sont plus ou moins importantes. Des sports qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. Ou en tout cas pas en montagne. Ou en tout cas pas aussi réputé.
est présent en station. Aujourd'hui, on a le VTT et le trail qui sont deux disciplines de plus en plus puissantes, en tout cas sur les parties estivales, qui sont également deux disciplines intéressantes pour les stations de ski, pour qu'il y ait une tendance à se renouveler et également à pouvoir être source de revenus complémentaires. Pourquoi le VTT et le trail ? Parce que ce sont des pratiques qui sont relativement faciles. Le VTT avec un vélo, le trail simplement avec une bonne paire de chaussures pour éviter de se blesser. Voilà, et pour découvrir de nouveaux univers. Aujourd'hui, les stations de ski du coup, se sont renouvelées de façon importante, que ce soit par l'aménagement de nouvelles pistes. Donc, on récupère les pistes de ski qui sont utilisées en pratique hivernale pour l'été. Donc, on les aménage, mais également on en crée d'autres. On développe également de plus en plus de sentiers balisés pour la partie trail, et on adapte également l'ensemble des remontées mécaniques pour le transport de personnes piétons en été, ou également la possibilité de mettre et d'accrocher des vélos pour pouvoir descendre. Alors, malgré le fait qu'on peut utiliser des vélos électriques aujourd'hui, qui sont de plus en plus réputés, la pratique la plus courante, en tout cas, est de monter en remontée mécanique et de descendre. Les infrastructures également et les services qui sont proposés sont de plus en plus importantes. Les stations mettent de plus en plus d'argent dans tout ce qui est location de matériel, dans les formations également, pour former des personnes à ces nouveaux sports, et la mise à dispo aussi de guides qui sont généralement des professeurs de ski en hiver, mais qui viennent accompagner les touristes, les familles, les amis en été pour des pratiques différentes, VTT ou trail. D'autres choses, notamment avec les activités familiales, pour ceux qui ne veulent pas forcément faire de VTT ou de trail, avec la mise en avant et la création de nouveaux espaces pour les familles, des aires de pique-nique, des parcs d'aventure, de la luge d'été. Donc tout un panel d'activités nouvelles pour développer l'été et faire venir un maximum de personnes dans les montagne. On parle du marketing et de la communication dans un instant, mais Thierry, un mot sur ça. C'était aussi une volonté des stations d'aller chercher de l'argent l'été pour qu'il y ait une économie qui soit rentable tout au long de l'année, en fait. En réalité, comme je l'expliquais tout à l'heure, la montagne est née l'été. Et elle fonctionnait tout le temps. Et elle fonctionnait l'été. Et ça a été une anomalie de développer la montagne l'hiver, puisqu'en montagne l'hiver, les locaux se mettaient au chaud, quoi. Et le ski est apparu. Le ski est devenu une activité industrielle et on a switché. Et la montagne l'été est devenue au départ, dans les années 60-70, quelque chose d'un peu contre nature, exception faite de quelques stations en Suisse, de Chamonix et Saint-Gervais en France, et 2-3 sites qui étaient vraiment des sites d'été. Mais sinon, tous les autres étaient tournés vers l'hiver. En fait, c'est un juste retour des choses de voir la montagne se multisaisonnaliser de nouveau et être utilisée par les Occidentaux en général, quasi maintenant 12 mois sur 12, puisque hormis le mois de mai en montagne qui n'est pas terrible, puisque c'est le moment où c'est l'infusion, hein, la neige fond et donc c'est pas terrible, et le mois de novembre qui est un mois entre deux, exception faite de quelques stations dont Val Thorens qui ouvre assez tôt en novembre depuis toujours. Donc le ski, en fait, maintenant, sur la plupart des stations, c'est une dizaine de mois par an. Pas le ski, la montagne. La montagne. Mais ça sert une économie qui n'existait pas. Moi, j'ai des souvenirs, j'allais à la montagne l'été, petite, on faisait des randos. Basta. C'est tout. Maintenant, on a quand même tout un panel d'offres assez intéressant. C'est très diversifié. Donc, ça sert une économie locale. Ça crée des emplois aussi. Ça a aussi ramené, enrichi cet écosystème. Là aussi, on va faire un petit flashback. La montagne, il y a 100 ans de ça, c'était une économie très précaire. Il y avait quelques zones qui étaient plus ou moins industrialisées, la vallée de l'Ubaye où on fabriquait des draps, et la Savoie, quelques vallées de Savoie et de Haute-Savoie où on faisait du décolletage, donc des pièces de précision pour l'industrie. Et c'était tout. Tout ce qu'il y avait au-dessus, c'était une agriculture vivrière et les gens vivaient très très modestement. Et il y avait donc une évasion de ces montagnards vers la ville. Et on a vu l'image du ramoneur savoyard, etc. C'est pas une légende, quoi. C'était des gens qui quittaient la montagne l'hiver
pour aller survivre ailleurs. Il y avait beaucoup d'intellectuels en montagne. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui avait fait l'école normale, allait en hiver faire les préceptrices en Pays d'Arles pour pouvoir survivre l'hiver, et dès que le temps revenait au beau, elle remontait chez elle, quoi. Donc le ski et l'industrie du tourisme ont permis aux montagnards deux choses qui sont vraiment importantes. Un, c'est de vivre, de ne plus survivre, mais de vivre, d'avoir une vie, la même que la vôtre, grosso modo, aujourd'hui, ce qui est très important. La deuxième chose, c'est que le développement de l'industrie touristique, hiver et été maintenant, leur a permis aussi de rester chez eux. Et ça, c'est important aussi, parce que ça évite d'avoir un surembouteillage. On voit bien que toutes les villes se sont développées de façon vraiment très importante. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de fixer les populations ailleurs que dans les villes. Et cette industrie du ski, qui, je le rappelle, et de la montagne en général, est très peu polluante, contrairement à l'image qu'elle a depuis 4 ans. Et donc, ça a vraiment de nombreuses vertus. La troisième vertu, elle ne concerne pas les habitants de la montagne, mais elle vous concerne, vous tous. C'est qu'on peut profiter quasi 10 mois par an d'activités qui sont très peu onéreuses. Un séjour de ski moyen, une semaine, le prix moyen d'une semaine en montagne, hébergement, remontée mécanique comprise, c'est entre 235 et 265 euros. Donc c'est vraiment modique, mais je pondère. Il y a 3 semaines dans l'année où c'est hors de prix. La fameuse semaine du jour de l'an, parce que Noël, c'est pas très cher non plus, et puis les 2 semaines de vacances de février. Et puis après, naturellement, si vous allez passer une semaine à Courchevel ou à Megève, oui, là, il va falloir casser la tirelire. Mais il y a 200 stations en France. Sur les 200 stations, vous avez des stations qui sont vraiment de très bon marché. La station la moins chère de France, c'est Chabanon, dans les Alpes d'Haute-Provence. Vous allez passer une semaine à Chabanon, hébergement et remontée mécanique comprise, pour à peine plus de 100 euros. Par personne. Par personne. Donc c'est 400 euros quand vous êtes 4 pour voilà, votre... exactement. Donc c'est rien. Mais ici, il n'y a pas de neige. On ne va pas à Chabanon. Et s'il n'y a pas de neige, ça n'a plus aucune importance, parce que, comme tu le soulignais, il y a tellement d'activités aujourd'hui à faire sur la neige ou en dehors de la neige, quelle que soit la saison, que c'est plus vraiment un débat. Et d'ailleurs, on le voit. Les gens, quand il n'y avait pas de neige il y a 20 ans, ils ne montaient pas en montagne. Ça fait parler les 150 euros par personne, là, je pense. Je laisserai mon le mail ski et je coûte leur pas donnerai cher. les bonnes Et je adresses. voyais Nelson qui... Si, ça coûte cher. Enfin, ça dépend où on va. Mais si on veut faire du bon ski, Val Thorens... Enfin, l'Isère, les Arcs, c'est pas les Non, mais tarifs. j'écoute Thierry qui est un professionnel aguerri, donc je le crois évidemment, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ces tarifs-là. Donc 150 euros par personne pour une semaine, où est-ce exactement? À Chabanon, dans les Alpes d'Haute-Provence. À découvrir sans doute. Non, mais Ça reste quand même... Thierry, quand on part à 4 dans une station, alors connue, réputée, j'en sais rien, sans tomber dans les Val d'Isère et les Trois-Vallées, par exemple, la Plane, je donne un exemple, le forfait, on ne skie pas à moins de 50 euros par jour. c'est le prix d'une demi-journée à Courchevel, peut-être, à peu près. C'est ça. Alors le forfait pour les Trois-Vallées, qui est le plus grand domaine skiable du monde, on a cette chance-là en France d'avoir les plus beaux domaines du monde. Les Trois-Vallées, c'est 75 euros la journée. Mais c'est cher, j'en dis combien pas, c'est le prix d'une entrée à la journée chez Disney. Donc vous voyez les infrastructures qu'il y a en montagne et les infrastructures qu'il y a chez Disney, c'est à peu près du même niveau d'investissement et c'est à peu près au même prix. Si vous allez aux États-Unis, qui est aussi un des pays majeurs du ski. Moi, j'ai dirigé une station. S'il vous plaît. J'ai dirigé une station au Canada. Le prix du forfait remontée mécanique à l'époque où j'y étais, en France, le prix moyen, c'était 90 francs, puisque c'était encore des francs à l'époque. Et au Canada, c'était 250 francs, et aux États-Unis, c'était déjà 500 francs. Aujourd'hui, vous allez dans les grandes stations américaines, c'est entre 150 et 250 $ la journée. Donc oui, le prix du ski en France est cher quand on n'a pas beaucoup de moyens. Il est très cher à certaines périodes de l'année. Il est très très cher dans certaines stations. Mais si vous faites votre calcul, si vous prenez des semaines qui sont hors vacances scolaires, si vous allez dans des stations qui sont où il n'y a pas de neige et vous ne accessibles, skiez pas.
Non. Oh, ça va. Les remontées mécaniques coûtent moins cher, forcément. Voilà. Non, mais la location du matériel, etc. Mais bon, c'était dire, voilà, j'entends l'argument, le ski coûte pas cher. Il n'empêche que c'est plus simple d'aller à la plage avec un maillot et une serviette. Ça coûtera toujours moins cher. La location du matériel n'est pas comprise. La location du matériel n'est pas comprise là-dedans. Ouais, oui, tout à fait. On rajoute 1 000 euros. Après, si tu vas au mois de juillet et d'août à la plage avec ton maillot de bain, la location va te coûter tellement cher que ça te coûtera grosso modo le prix d'un séjour au ski dans une station moyenne. Et moi, je vois qu'une solution, c'est de louer des chaussures de ski et des skis au mois de juillet. Au mois de juillet. Comme les bronzés en ski en juillet. Richard, alors on va revenir sur ce dernier point aussi qui est intéressant. Il y aura évidemment une petite séance de questions, donc préparez vos questions si vous voulez pour nos intervenants à la fin de l'entretien. On a parlé aussi de la communication, du marketing, etc. C'est aussi un enjeu pour les marques. Important de pouvoir aussi communiquer sur soit des compétitions, soit on verra tout à l'heure avec quelqu'un justement sur les marques, mais les diffuseurs, c'est important pour nous, c'est important pour les marques de pouvoir communiquer sur ces sports d'hiver aussi, ça diversifie leurs propositions, une offre un peu différente. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Richard, de ce sujet ? Alors effectivement, ça sera la bonne transition avec la deuxième table ronde qui aura juste après. Déjà concernant donc la communication des stations pour attirer un maximum de personnes, bien entendu, il y a tout ce qui est communication ciblée, marketing ciblé, publicité qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, sur la partie digitale ou en télé. En tout cas, nous, chez Eurosport, on a de plus en plus de stations de ski comme Courchevel, Megève ou des stations italiennes ou autres qui viennent s'associer à nos programmes pour communiquer et faire venir un plus grand nombre de personnes. Chabanon. Et Chabanon. Faut que je me note d'aller les voir. Courchevel, Megève, Chabanon. Voilà, c'est le trio magique. C'est le triptyque. Mais effectivement, c'est important pour eux de communiquer, d'aller chercher une nouvelle cible de personnes. Et également, on a Eurosport, mais également le groupe Warner Bros. Discovery Sport, qui est organisateur, promoteur et diffuseur d'événements sportifs, notamment la Coupe du Monde de VTT. Pourquoi je vous parle de cette Coupe du Monde de VTT-là ? Simplement parce que c'est un événement de plus en plus puissant, que ce soit pour nous, organisateurs, mais aussi pour les marques. En tant qu'organisateurs, nous, on propose des avantages relativement forts pour les stations de ski ou pour les offices de tourisme. Je vous ai simplement fait un petit extrait d'un business model qu'on propose aux host venues. Donc les host venues, c'est les offices de tourisme qui travaillent avec nous pour recevoir les Coupes du Monde de ski. Il faut savoir que la Coupe du Monde de VTT, il faut savoir que la Coupe du Monde de VTT, c'est 14 manches pendant l'année. Ça commence en avril, ça se termine en octobre. Et aujourd'hui, vous voyez les chiffres qui sont relativement importants. En économie, en impact direct pour l'économie du tourisme, on est à plus de 10 millions et à 17 millions en indirect, ce qui fait qu'on a des nouvelles ressources de revenus pour les stations de ski en été. Donc ça, c'est plutôt puissant. C'est des chiffres qui sont assez parlants pour vous et aussi pour nous, et qui montrent en fait qu'il y a un intérêt relativement fort pour le grand public de venir voir des compétitions puissantes internationales dans les stations. On a parlé de compétition puissante internationale avec la Coupe du Monde de VTT, mais sur Eurosport, on ne diffuse pas forcément que la Coupe du Monde de VTT. On est en partenariat avec d'autres organisateurs, notamment autour du trail, que ce soit l'UTMB, que vous devez certainement connaître, ou encore le Golden Trail World Series, qui sont des compétitions internationales et qui drainent de plus en plus de monde avec des progressions d'audience à 2 ou 3 chiffres. Qui montre d'une qu'on ne se trompe pas, en tout cas chez Eurosport, mais aussi que la population s'intéresse à cela. Là, c'était simplement un petit impact suivi sur la station DG. La station DG qui est en plus un cas atypique, parce que la station de ski DG est la station, en tout cas sur la partie estivale, leader européenne sur la partie VTT, tout simplement parce qu'elle a réussi à prendre le virage. Dans la fin des années 80, début des années 90, le maire DG a vu la tournure entre la partie hivernale et estivale et a commencé à organiser la station sur la partie été, donc en créant plus de 128 km de pistes de mémoire aujourd'hui à date pour la partie été, ce qui est quand même pas négligeable. Et si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez
pouvoir voir qu'il y a également des pistes adaptées à chaque niveau, donc des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires. C'est très ludique, les remontées mécaniques sont toutes adaptées, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est aussi salutaire pour les médias, ça, de pouvoir avoir une offre plus diversifiée. Nelson, quand on voit... Voilà, nous, on a diffusé la Coupe du Monde de ski alpin, et force est de constater qu'en novembre, ça a été compliqué à l'antenne en programmation, vu que les courses n'avaient pas lieu. Quand on a beaucoup plus de choses, c'est plus simple aussi pour des diffuseurs. Alors déjà, moi, je suis un grand amateur de ski alpin à la télévision. La semaine dernière, il y a eu les descentes de Lauberhorn à Wengen qui étaient absolument magnifiques, bien qu'elle ait duré 4 heures, avec des histoires de... On a même vu un coureur être remonté par hélicoptère. Enfin, voilà. Et puis la semaine prochaine, enfin, ce week-end qui vient, les courses du Hahnenkamm à Kitzbühel, qui sont pratiquement les plus belles courses au monde. Kitzbühel, là, et Kandahar aussi. Voilà, et ensuite Kandahar, Chamonix, je crois, la semaine suivante. Enfin, là. Donc, voilà. Donc, moi, je ne sais pas exactement quelle est... Il y a une chose quand même qui me frappe, alors, étant... Ça remonte à quelques années, évidemment. Quand j'étais jeune, jusqu'à 18-20 ans, etc., les courses dont vient de parler Géraldine, Wengen, Kitzbühel, voire Kandahar, Chamonix, etc., on s'arrêtait pour aller les voir. Ça, c'est à midi, etc. Je veux voir absolument, etc. Il y avait énormément de monde j'ai connu, sans parler des stations suisses et autrichiennes que j'ai aussi un peu connues. Et c'était sur le service public. Moi, j'ai des souvenirs de l'avoir regardé en clair. Quoi. Absolument. Aujourd'hui, évidemment, ça n'existe plus. Donc, moi, je félicite vraiment Eurosport de montrer ces courses-là, parce que moi, je suis très amateur de ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins fort qu'avant. Je ne sais pas. Je ne pense pas que les gens se disent « Ah, bah demain, samedi, à midi, il y a la course. » C'est à midi, je crois, ou midi 15, comme ça. La course de Kitzbühel, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde s'arrête pour voir cette course. Or, alors qu'autrefois, oui. Et c'était vraiment un moment... parce qu'il faut se rendre compte de ce que représente cette course du Lauberhorn, Wengen, Hahnenkamm, Kitzbühel. Ce sont des courses absolument merveilleuses. C'est un spectacle télévisuel fantastique pour peu qu'il fasse beau et tout. Et voilà. Mais là aussi, peut-être que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements, il y a tellement qu'on finit par s'y perdre. Peut-être, je ne sais pas si c'est votre opinion, Géraldine, mais que le calendrier de la Coupe du Monde de ski alpin gagnerait peut-être un petit peu, je ne sais pas, réduit, mais en tout cas, que ça soit de week-end en week-end. Et non, voilà, peut-être. Peut-être trop de courses, mais là, c'est vrai que les conditions climatiques nous ont impacté. Thierry, vous vouliez dire ? Juste une parenthèse, en fait... Le ski n'a jamais connu un tel engouement, puisqu'il n'y a jamais eu autant de skieurs dans les stations. Simplement, c'est l'offre qui s'est diversifiée. Dans les années 50, 60, 70, l'hiver, il y avait le ski. Si vous n'aimiez pas le ski, vous restiez chez vous, ou vous alliez faire le tiercé le dimanche, mais il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, l'hiver, il y a de multiples possibilités de sport-spectacle, le rugby, le foot, etc. Le foot s'arrêtait quasiment l'hiver, le rugby aussi, ou en tout cas, ce n'était pas très intéressant, ce n'était pas télévisé. Il n'y avait que le ski qui était télévisé l'hiver. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que forcément, les spectateurs ou les téléspectateurs ou les auditeurs vont choisir et ils vont zapper, ils vont passer. Et c'est exactement le même phénomène que celui qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir les disciplines pratiquées. Avant, on faisait que du ski quand on allait au ski. Maintenant, on fait du ski et autre chose. Et quand on choisit de regarder tel ou tel spectacle sportif, que ce soit à la télé ou sur son ordi, on choisit et on a de multiples possibilités. Et donc, c'est le panel qui s'est agrandi et ce n'est pas forcément la place du ski qui a diminué. Alors, petit sondage, et je reviens sur ce panel justement très large qui permet aussi aux marques de pouvoir s'exprimer plus largement. On y revient. Sondage, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui suivent la Coupe du Monde de ski ou de biathlon l'hiver ? Alors je sais que ce n'est pas toujours en clair, qui regardent vraiment, et si ce n'est pas un abonnement parce que c'est Eurosport et que c'est payant, moi j'encourage à prendre l'abonnement. Mais néanmoins, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous le feriez si c'était en clair par exemple ? Levez la main pour ceux qui... Ouais. Qui regardent le ski haut, parce que je vois pas. Ouais. Qui a déjà vu, oui, mais qui regarde vraiment et que ça intéresse. Ouais, c'est pas mal quand même pour cette population qui est à 80% ou 90% intéressée par le football. C'est plutôt pas mal. On parlait des marques. On peut s'intéresser aux deux. Hein, oui, on peut s'intéresser aux deux. Mais souvent, c'est vrai qu'il y a tellement de choses en football. Moi, j'ai un gamin de 16 ans. Il fait du rugby et il regarde du foot. Et en fait, le reste, il n'a pas le temps, quoi. Parce que jusqu'à la Coupe du Roi, le machin. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, pas mal d'années en arrière, les skieurs faisaient par exemple la couverture de Paris Match. Je ne sais pas combien de temps qu'un skieur n'a plus fait le skieur ou skieuse. Depuis Luc Alphand. Depuis peut-être, oui, et encore. À vérifier. Ah, il a fait la couverture Luc de Paris Match. Luc l'a fait à 2 reprises. Très bien, bah
Voilà, donc nous avons un homme très bien informé. Oui, c'était dans les années 95-96. Exactement. Oui, donc ça remonte quand même. Et il a peut-être fait pour le rallye. Comment Il a peut-être fait parce que une fois pour le ski voilà, une fois et pour le rallye, pour le j'allais Dakar. dire, très certainement. Pour les marques, alors quel intérêt les marques ont tout de suite senti que l'offre se développant, il y avait un intérêt pour eux à investir. Est-ce que c'est plus simple d'aller chercher des marques maintenant pour sponsoriser le sport d'hiver ou les sports de montagne l'été ou est-ce que c'est équivalent à ce qui se passait il y a 10 ans? Alors, il y a toujours un attrait qui est relativement puissant sur la partie hivernale, en tout cas sur la partie média. Sur les antennes, on n'a pas forcément trop de difficultés à attirer les marques, sachant qu'en plus, on rayonne, nous, sur un scope pan-Europe avec plus de 50 pays, donc on a quand même pas mal de choix. Là où on est assez surpris, effectivement, c'est sur cette Coupe du Monde de VTT notamment, mais pas que, sur la partie trail. Je parlais tout à l'heure de l'UTMB. Vous avez tous dû entendre potentiellement l'arrivée de Dacia, constructeur automobile, sur l'UTMB. On ne rentrera pas dans les détails, mais quelques bruits, c'est en train de s'ébruiter notamment sur ce sujet, parce que ça fait parler beaucoup la montagne, beaucoup des spécialistes de trail qui voient arriver Dacia comme une marque pas du tout sustainable, sponsoriser un événement qui l'est à 100%. Donc ça fait un peu parler des choses qui vont se passer, je pense, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais en tout cas, on voit un attrait de plus en plus fort au niveau sponsoring, mais aussi média, sur ces événements-là. Et c'est pas du greenwashing. Enfin, alors, on ne fait pas sans faire de greenwashing, je veux dire. Alors, je ne vais pas forcément citer une marque aujourd'hui, mais dans les dernières marques qui ont été amenées sur la Coupe du Monde de VTT et que vous verrez certainement présents à partir de la première manche à Sao Paulo début avril prochain, on a également des marques qui nous rejoignent. Alors, des marques d'huile qui sont des grandes marques d'huile dans l'univers de la moto, dans l'univers de l'auto, mais qui viennent s'intéresser, non pas pour faire du greenwashing en montagne, mais tout simplement pour développer d'autres types de produits, parce qu'il va arriver en fait le vélo de plus en plus fort, l'ère du cyclisme, et du coup s'adapter et créer des nouveaux produits pour les nouveaux consommateurs. Donc c'est simplement surtout pour aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire qui s'intéressent et qui viennent sponsoriser ce genre d'événement-là, plus que du greenwashing, mais effectivement, il peut avoir certaines marques. Thierry, vous conseillez les marques aussi, hein, vous conseillez les stations, vous travaillez avec les stations, vous travaillez avec les marques. Est-ce que vous sentez, vous, dans votre chiffre d'affaires ou dans votre travail quotidien, une appétence plus large pour des marques à investir dans l'univers de la montagne ? Alors, il y a toujours eu un attrait fort des marques et des produits pour la montagne, parce que la montagne, l'hiver, le ski, c'est toujours adressé à des conditions sociales élevées. Et donc forcément, quand il y a du pouvoir d'achat, il y a de l'attractivité. Et on voit bien, les marques qui sont dans le ski, c'est plutôt BMW, et tu l'as souligné, et c'est très encourageant, celles qui s'intéressent au trail et au VTT, c'est plutôt Dacia. Donc on est sur des catégories sociales et socio-professionnelles moins élevées, ce qui veut dire que la montagne, aujourd'hui, été et hiver, capte un public très très large. Et quasiment tous les publics, parce que ce sont des pratiques qui sont accessibles à tout le monde. Après, donc, quand on s'éloigne un peu de cet axiome de base sur l'attractivité des produits, Evian a été un des premiers sponsors de la Coupe du Monde de ski alpin, et le premier, et le globe de cristal, et le skieur qui avait avant, le bonhomme Schuss, qui incarnait la marque Evian, est toujours sur les bouteilles d'Evian. Donc il y a toujours eu cette attractivité, parce que c'est quelque chose d'exotique, la montagne. Et quand je parle de la montagne, vraiment, j'englobe toute saison. Et le développement du trail, du VTT, etc., et de toutes les activités qu'il y a autour, font qu'il y a une attractivité consumériste, une attractivité sociale et sociétale. Et forcément, quand les gens sont intéressés par ce produit et qui véhicule une image de marque saine, une image de marque propre, eh bien forcément, les marques s'y intéressent. Et donc nous, on le constate aussi. Dernière question avant de vous laisser la parole pour interroger nos intervenants. Avec vous, Nelson, le dernier sujet, c'est de savoir, alors c'est peut-être un peu dur la question, j'aurais dû vous la donner avant, dans quels impacts peuvent avoir ces nouvelles tendances, voilà, ce nouvel écosystème de la montagne sur les GSI, les grands événements de sport internationaux ou les fédérations ou les institutions sportives, etc.
Moi, je pense qu'ils peuvent être très forts. D'ailleurs, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Richard. Toutes ces disciplines. Le biathlon est un assez bon exemple. Parce que le biathlon suscite... Alors, je ne sais pas si c'est chez vous sur une chaîne concurrente, mais il y a plus d'1 million de téléspectateurs. C'est parfois chez vous, c'est parfois sur une chaîne concurrente, je ne sais pas. C'est parfois, souvent sur une chaîne concurrente. C'est souvent million, sur une chaîne quand même. concurrente, d'accord. Mais on a de très bonnes audiences à Eurosport voilà, aussi. Exactement. Mais voilà, c'est pour un sport où je crois qu'il y a 4 ou 5 000 pratiquants en France, un sport qui réunit parfois 1,5 million de téléspectateurs, c'est tout à fait extraordinaire. Donc je pense que l'UTMB, il s'agit de l'Ultra Trail du Mont Blanc, hein, c'est bien ça, oui. Hein, UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Là aussi, c'est un événement majeur. Donc oui, je suis très optimiste quant à l'évolution de... Moi, mon inquiétude, c'est plutôt justement sur la discipline traditionnelle qui est le ski alpin. Va-t-elle continuer à garder ses téléspectateurs? C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Est-ce que ces grands rendez-vous, existeront-ils toujours? Est-ce que cette dilution des épreuves de ski alpin finalement n'est pas, je vais répondre à votre un bon question. calcul? En fait, je vous pose une question. Ouais, non, mais je vais à la répondre vôtre. parce que nous, on a l'exemple à Eurosport. Là, je change de casquette. Mais les pays nordiques qui ont Eurosport, Norvège, Suède, Finlande, etc., n'ont pas re-signé les droits de la Coupe du Monde de ski alpin sur la dernière, sur le dernier lot. Alors que les skieurs norvégiens sont au sommet de la pyramide des skieurs norvégiens. Sont bons, etc. Parce qu'en fait, parce que ça coûtait cher pour les retours pubs qu'on avait et l'audience. Que c'est aussi en clair hein, chez eux. Nous, on était en clair sur certains pays. Mais voilà, ce choix a été fait. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, il y a des sports qui montent très fort. Des sports plus jeunes, pour le mondial un peu de ski. inquiétant pour voilà. Mais quand on voit les JO, les prochains JO d'hiver, alors pas les prochains après Cortina, Nice, la France, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça sera l'occasion de mettre à l'honneur des nouveaux sports en démonstration? Est-ce qu'il faut montrer la variété des montagnes françaises? Déjà, je pense que ça sera mieux que les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite. Déjà, je pense que... Parce que honnêtement, là, en 2029, je crois que... Honnêtement, je pense que 2030, c'est ça. Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça. Moi, je pensais à une blague. Je pensais que c'était un 1er avril, un poisson d'avril. Or, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Alors, Alors, pour répondre directement à votre question, Géraldine, je suis un petit peu mesuré un petit peu dubitatif quant à l'apport de ces nouveaux sports. Si vous me demandez est-ce que la breakdance mérite, je vois qu'on rit avant même la question mérite un titre olympique. Je suis un petit peu dubitatif. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Peut-être que je suis un petit peu trop traditionnaliste, encore que non, je ne pense pas l'être, mais autant je pense que le mondial de ski, etc., doit beaucoup se renouveler, etc. Ça, j'en suis persuadé. Autant de faire venir des sports un petit peu artificiellement dans un programme olympique, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon choix. Mais pour répondre directement à la question de Nice, la question est, va-t-il y avoir des nouveaux sports ou des sports en démonstration aux Jeux Olympiques de Nice, Jeux Olympiques de... Comment vont-ils s'appeler d'ailleurs? Savoie-Mont-Blanc, Nice Alors, je sais pas, comment vont-ils s'appeler ces Jeux? Je ne sais pas encore. Sud de la France, parce que c'est large. Parce qu'autrefois, on disait une ville, Grenoble, Albertville. Mais je pense que ce sera les JO des Alpes, tout simplement. Et les JO ne sont pas encore attribués, c'est-à-dire que là, on est en discussion. Ils seront attribués fin juin, début juillet. Mais on est les seuls candidats pour cette période-là. Ça ne veut pas dire. Sauf si le Qatar se présente pour les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. Ça fera sur parler ça aussi. Après tout. Sur l'évolution des disciplines, juste un court instant. En fait, une discipline qui est liée à un loisir qui, lui, marche très fort, puisque le taux d'occupation de la montagne en Europe, l'hiver dernier, 2022-2023, a atteint des sommets qui n'avaient jamais été, qui ne l'avaient jamais été jusqu'à présent. On a dépassé les 89% de taux d'occupation à Val Thorens et dans des stations moyennes, on a dépassé les 74-75. Alors, à Chabanon. Chabanon est très vite rempli parce que c'est tout petit. Et donc, il y a eu une très forte appétence pour le ski et une appétence qui régresse sur les disciplines alpines. Donc, un sport qui n'évolue pas est un sport qui meurt. Et le ski alpin n'est pas dans une phase d'évolution, il devra l'être. Le ski alpin a toujours évolué. Il a démarré avec l'âge d'or du ski français de 66 à 73.
puis le président de la fédération l'a tué en excluant les meilleurs athlètes de l'époque. Il a rebondi avec le snowboard, il a rebondi avec les disciplines extrêmes, le freeski, le freeride, etc. Mais le ski alpin tel qu'il est conçu aujourd'hui n'intéresse plus parce que c'est moins télégénique que le biathlon, comme le soulignait. Une course de biathlon, c'est palpitant. Et c'est un sport qui a 2000 ans, le biathlon. Hein. Alors sur les mondiaux l'année dernière, il y a eu une innovation avec cette caméra drone, etc., qui était plutôt pas mal. En termes d'image, c'était chouette. Je suis obligée de couper, je suis désolée, parce que j'aimerais laisser 5 minutes de questions à nos étudiants. Juste un petit mot sur ce livre que vous sortez, Nelson, Mémoires olympiques. Vous revenez sur tous vos souvenirs olympiques. Moi, je suis surprise. Premier jeu en 92 à Barcelone. Donc personne ici n'était né, donc effectivement, oui, c'était mes vos premiers. Ouais, j'étais persuadée que vous en aviez fait. C'est déjà pas mal, parce avant. que si on fait à la fois olympique, hiver et été, ça veut dire une quinzaine quand même. Donc, vous serez où cet été? J'ai cru comprendre qu'il y avait un événement qui se passait à Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous serez. Non. Donc voilà, vous reparlez de tous vos souvenirs. Le meilleur souvenir olympique, si vous deviez en citer un. Le plus fort. Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais alors je vais vous répondre. Aux Jeux Olympiques de Londres 2012, qui étaient des jeux absolument magnifiques, mais vraiment magnifiques. C'est là où, d'ailleurs, je mets une courte parenthèse, c'est là où on voyait que la ferveur du public britannique pour tous les sports était extraordinaire. C'est peut-être pas pour rien que ce peuple n'a peut-être pas inventé, mais en tout cas édicté les règles de beaucoup de sports, le football, le tennis, le rugby et même le ski avec le Kandahar. Kandahar, c'était une province du Pakistan qui était à l'époque une colonie britannique, etc. Donc ils ont édicté. Et la ferveur du public britannique, qui s'était déjà montré avec la cérémonie d'ouverture, où on voyait cette image de la reine d'Angleterre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui descendait l'hélicoptère, accompagné par James Bond. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, tout ceci me fait dire que ces Jeux Olympiques de Londres représentent mon meilleur souvenir. Et là, il y avait le relais de natation 4 x 100 mètres nage libre, qui est un petit peu le sommet de la natation. Et l'équipe de France devait terminer, alors on va dire, entre 3e et 5e, au mieux. USA, Chine, Japon, Australie, enfin bref. Et l'équipe de France remporte ce relais. Je me souviens très bien de la composition. Amaury Levaux, le dernier relais, Amaury Levaux, Clément Lefebvre, Fabien Gillot et Yannick Agnel comme dernier relayeur. Et honnêtement, parce que nous avons eu de se lever dans un match de football, ça arrive, c'est assez courant. Mais devant une épreuve de natation, c'est moins courant. Et là, nous avons eu des témoignages qu'il y avait des millions de Français qui se sont levés quand Agnel donc, a dépassé, je crois que c'était Ryan Lochte de peu. On n'a pas écrasé la course, mais c'était une course merveilleuse. Et je me souviens très bien de ces quatre. C'est pour ça que c'est mon meilleur souvenir, Géraldine, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que donc ils arrivent, je n'avoir jamais vu des garçons aussi heureux. Et là, Yannick me souffle à l'oreille, et je suis content qu'il me l'ait soufflé à l'oreille et non pas en public, me dire tu es comme notre 5e relayeur. Ça fait quand même extrêmement plaisir, et je me dis qu'au fond ce métier vaut la peine d'être vécu. Donc ça c'est un souvenir, mais il y en a beaucoup d'autres, mais ce moment-là parce qu'il vous a touché personnellement. Oui, parce que j'avais franchement des larmes dans les yeux. C'était un moment merveilleux, vraiment merveilleux. Vous serez où cet été pour les Jeux? Qu'est-ce que vous allez justement, couvrir? au bord de la piscine et au bord des pistes d'athlétisme, les deux sports, on va dire, rois. Et puis peut-être aussi une petite surprise concernant le patrimoine parisien. Enfin, je vous en parlerai. Un petit format incarné. Voilà, peut-être, exactement. Parce que ce ne sont pas seulement les Jeux Olympiques, c'est également les Jeux de Paris, peut-être même un peu de la France et tout. Donc voilà, on va montrer également où, non seulement les épreuves, mais également où elles se déroulent, quoi. Merci beaucoup Nelson. Les Jeux Olympiques, ils seront à suivre à la fois sur France Télé et sur Eurosport. Voilà, on sera tous les deux en diffusion. Est-ce que vous avez... On est dans les temps, j'essaie. Bon, j'avais dit 11h, c'est 11h10. 3 questions pour nos intervenants. Qui veut? Moi. Alors, vas-y. Allez, une question. Et là-bas, il y a une personne aussi qui a levé la main. Un bonus, un open. Bonjour, Ilan de 5e année. J'ai une petite question pour Thierry. Vous parliez du comment? C'est Thierry, votre prénom, c'est ça? Oui, excusez-moi. Je sais pas, on m'a mis le doute. Vous parliez du changement climatique qui pouvait avoir lieu à cause du ski.
Mais il y a comment le dérèglement climatique par rapport visuel, parce qu'on en parlait des grosses stations qui justement en fait veulent accueillir de plus en plus de monde et mettre une infrastructure au sein des stations et au sein des montagnes qui peuvent avoir un impact négatif pour les montagnes justement. Et cet aspect un peu naturel perd, de plus en plus cet aspect-là, parce que justement on perd ce côté nature dans les montagnes et pour justement accueillir de plus en plus de monde. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Et par exemple, justement, on peut reprendre la station de comment? Non, justement, en exemple, par exemple... Bon, je vous laisse répondre à ces questions, c'est bon. Allez-y. Non, on peut prendre la station des Deux Alpes, par exemple, où c'est beaucoup industrialisé, justement, et ça perd justement ce côté naturel En fait, la question, c'est le fait d'avoir beaucoup d'infrastructures va impacter la richesse écologique. Ouais, c'est ça. Montagne, Tout à fait. Tout à fait. Comment les stations s'adaptent. Ouais, tout à fait. Merci pour la reformulation. Merci, Ilan. Vous êtes génial. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question, c'est très intéressant. La première chose, c'est le chiffre que j'ai cité tout à l'heure. Donc, l'impact géographique et superficiel des stations sur la totalité des Alpes et des Pyrénées, c'est moins de 2%, 1,7% exactement, comme le soulignait tout à l'heure. Eh bien, c'est le score d'Anne Hidalgo, donc c'est vraiment pas grand-chose. Le deuxième point qui est important aussi, c'est qu'en fait, les stations, ces 20 dernières années, ont déferraillé. Grosso modo, malgré le développement du ski en Europe, les stations ont diminué leur impact au niveau des remontées mécaniques. Ça s'explique très aisément, c'est que il y a encore 15-20 ans de ça, la plupart des domaines skiables étaient équipés de remontées mécaniques à pince fixe. C'est-à-dire que le câble entraînait des sièges ou des perches. Aujourd'hui, ces sièges ou ces perches ou ces cabines sont sur des câbles qui tournent à grande vitesse et elles viennent se pincer quand les cabines sont pleines. Donc ça a augmenté le débit et ça a permis de diminuer le nombre de remontées mécaniques sur les domaines skiables. Je te donne un exemple précis. Dans les Trois-Vallées, plus grand domaine skiable du monde, on a divisé par 2,2 le nombre de remontées mécaniques ces 20 dernières années. Donc l'impact des remontées mécaniques est moins important. L'impact des pistes est à peu près le même, mais elles sont organisées différemment. Par contre, il n'y a pas eu de nouvelles UTN, de nouvelles unités touristiques qui sont venues gréver l'espace naturel. Alors, clairement, quand tu skis dans une grande station française, il y a 200 stations de ski en France et grosso modo une cinquantaine qui sont des stations de ski de niveau international. Donc c'est important, mais c'est relativement peu par rapport à l'ensemble de la superficie des Alpes. Mais oui, tu as raison, quand tu es dans une station de ski, tu es dans un environnement urbain, parce qu'on ne peut pas faire camper les visiteurs en plein hiver dans des installations modestes. Donc forcément, ce sont des immeubles, des chalets, etc. Et oui, ça a un impact visuel et un impact environnemental. Mais vous habitez, ou en tout cas vous vivez tous en région parisienne. Ça aussi, le développement de l'habitat en région parisienne, il a aussi un impact sur l'environnement. Donc je ne vois pas pourquoi on pénaliserait les montagnards en les empêchant de rester chez eux et pourquoi on empêcherait des citadins de venir en vacances à la montagne. Donc oui, tu as raison, ça a un impact, mais l'impact a diminué en matière de volume ces 20 dernières années et aujourd'hui on est très très attentif et les nouvelles lois qui sortent vont encore diminuer l'impact sur de nouvelles zones. En d'autres termes, les stations vont un peu se densifier mais très peu et ça va rester comme c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Thierry. Une dernière question parce que je pense qu'on va enchaîner avec la deuxième table ronde et j'ai encore deux petites choses à vous dire. Allez-y. Bonjour, Axel en 3e année PPA Sport. J'avais une petite question toujours pour Thierry. Désolé. C'est par rapport, tout à l'heure vous parliez du développement des stations de ski, des nouveaux sports qui ont lieu dans les stations. Cependant, ces nouveaux sports ont lieu seulement dans les grandes stations de ski comme Val Thorens, les Trois-Vallées, Méribel, etc. Et pas par exemple dans les petites stations, par exemple en Alsace, il n'y a pas ces nouveaux sports qui ne sont pas si nouveaux que ça. Mis à part le VTT et le trail,
comment puis-je faire si je veux aller, par exemple, en Alsace, s'il n'y a pas de neige, finalement, je peux faire que du trail et du VTT. Alors, je ne connais pas très bien les stations d'Alsace, pour être tout à fait franc, puisque j'ai toujours travaillé dans les Alpes et à l'étranger. Mais aujourd'hui, du VTT en montagne, on peut en faire absolument partout. Soit tu utilises les remontées mécaniques si tu es sur un VTT musculaire, soit tu utilises un VTT électrique, et à ce moment-là, tu peux aller absolument partout. Et des parcs de location, tu vois, on a parmi nos clients des stations aussi variées que le Vercors et Valto, ou toutes les stations des Trois-Vallées. Dans le Vercors, il y a plus de 1200 vélos en location. Et le Vercors, ce n'est pas des stations industrielles à proprement parler, hein. Et je pourrais passer 1 heure là à te citer toutes les stations françaises qui ont des parcs de VTT et des zones aménagées en été, mais aussi en hiver. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, si tu veux faire du ski joring, par exemple, où est-ce qu'on va en France, en gros, tu vas en Laponie. Et là, tu as tout. Non, mais c'est... Alors, du ski joring, il y a grosso modo une 30aine de stations en France, de sites en France, parce qu'il n'y a pas que des stations dans lesquelles on fait du ski joring. Il y a aussi des zones enneigées avec comment on appelle ça, des espaces équestres qui font du ski joring. Mais de la luge d'été, tu as 54 stations en France qui sont équipées de luge d'été, qui fonctionnent aussi en hiver. Puisque la luge d'été, curieusement, c'est une luge qui est sur un système de rails et on peut l'utiliser en été et en hiver. Donc tu en as 52 stations équipées. Parfois, tu as plusieurs luges d'été sur une même station. Donc c'est un panel qui est assez large. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'activités possibles en montagne en général. Je ne connais pas l'Alsace, mais en tout cas, dans la plupart des autres régions françaises, c'est le cas. Tout à l'heure, tu parlais des jets, il y a beaucoup de choses aussi là-bas. Quand on va dans les villages, il faut se renseigner aussi à l'Office du tourisme qui a parfois développé des offres que tu ne vois pas forcément. Je prends une dernière question pour Nelson. Et Nelson, je vous laisse offrir votre livre à nos intervenants. Est-ce qu'il y a une question pour Nelson ? Ou pour Richard, moi ça m'ira bien. Si je ne vois pas. Bonjour, moi c'est Rouguissot, je suis en 5e année PPA Sport. J'ai une question pour Nelson pour revenir sur le sujet de la patinoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les collectivités elles font plus beaucoup d'efforts pour pouvoir faire de la patinoire dès petit ? Parce que moi par exemple j'ai grandi en Normandie et en fait dès petit, quand c'était l'hiver, on avait des patinoires extérieures et en fait en primaire on allait déjà faire de la patinoire, qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a encore quelques villes en France qui développent des patinoires éphémères, effectivement, entre, on va dire, essentiellement pendant la période des fêtes. J'imagine que c'est à ça que vous faites allusion. Mais aujourd'hui, malheureusement, et malgré la statistique qui est donc on ne peut pas contester que nous a donné Thierry il y a quelques minutes, il y a une forme de timidité parce que voilà, on ne souhaite plus monter des patinoires parce qu'on dit, le cliché dit que ce n'est pas écologique. Or, quand on juge par ce mini-sondage qu'a fait Géraldine, où à peu près 90% d'entre vous ont essayé du patinage au moins une fois dans leur vie et probablement plus qu'une fois, c'était souvent dans ces conditions-là. Alors là, malheureusement, il y a un assez mauvais pli qui est pris, si je puis dire. J'espère que ça ne durera pas parce que je crois que ces patinoires éphémères ont un très grand rôle pour simplement débuter ce sport qui ensuite peut accompagner toute une vie tout simplement. Donc moi c'est pas moi que je vais vous dire, c'est pas vous qui vais vous dire que moi j'adore ce sport. Je trouve que ce sport porte très bien son nom de sport et d'artistique. Je trouve que c'est un sport merveilleux et j'imagine que c'est pareil pour Eurosport. Les retours que nous avons, les gens qui suivent adorent véritablement ce sport. Il y a un lien très fort qui s'établit avec les chorégraphies, avec les patineurs, avec les patineuses, avec la danse, avec tout ça, avec le ballet. Donc c'est un sport élégant, ça je peux vraiment dire. Et on disait ça en souriant, mais on peut à la fois aimer le football et le patinage. Et voilà, et c'est très bien ainsi. Mais c'est une très bonne remarque que vous faites. Et malheureusement, la réponse est dans la question et je partage tout à fait votre avis. Voilà. Merci beaucoup, merci Nelson, Thierry, Richard, merci beaucoup.